Ma mère m'a appelé « la fille de secours » toute ma vie. Lors de mon dîner de fiançailles, elle a dit que ma sœur méritait plus mon fiancé. Aussi loin que je me souvienne, ma sœur aînée, Vanessa, a été l'enfant chéri. Elle était plus jolie, plus intelligente, plus talentueuse, et ma mère s'est assurée que je le sache chaque jour de mon enfance. Quand j'avais un B à un examen, ma mère me demandait pourquoi je ne pouvais pas être plus comme Vanessa, qui avait des A partout. Quand j'ai rejoint l'équipe de football, ma mère a dit que c'était mignon que j'essaie, mais elle m'a rappelé que Vanessa était championne d'État en volleyball. Quand j'ai été accepté dans une bonne université, ma mère a dit que c'était bien, mais que ce n'était pas l'université de l'Ivy League où Vanessa était entrée. J'ai passé toute mon enfance à être la fille de secours, celle qui existait juste au cas où quelque chose arriverait à la vraie. J'ai déménagé à 18 ans et j'ai gardé mes distances pendant des années. J'ai construit ma propre vie, ma propre carrière, et finalement j'ai rencontré Louis. Louis est tout ce que j'ai toujours voulu. Il est gentil, compréhensif et il m'aime exactement pour ce que je suis. Il m'a demandé en mariage il y a 6 mois et j'ai dit oui immédiatement. Nous avons décidé d'organiser un dîner de fiançailles avec nos 2 familles pour célébrer. J'étais nerveuse à l'idée que ma mère soit là, mais Louis m'a convaincu que tout irait bien et que cela pourrait être un nouveau départ. Le dîner avait lieu dans un bon restaurant et tout s'est bien passé pendant la première heure. Ma mère se tenait bien et a même complimenté ma robe, ce qui m'a choqué. Puis Vanessa est arrivée en retard. Elle est entrée vêtue d'une robe blanche beaucoup trop formelle pour l'occasion et a immédiatement commencé à parler de sa récente promotion. Les yeux de ma mère se sont illuminés comme ils le font toujours quand Vanessa entre dans une pièce. La conversation s'est entièrement tournée vers les accomplissements de Vanessa pendant les 30 minutes suivantes. J'ai essayé de recentrer les choses sur les fiançailles, mais ma mère continuait de revenir à ma sœur. Puis ma mère s'est levée et a dit qu'elle voulait porter un toast. J'ai pensé qu'elle allait enfin dire quelque chose de gentil sur moi. Elle a levé son verre et a dit qu'elle était si heureuse pour Louis et qu'il était un homme si merveilleux. Puis elle a regardé Vanessa et a dit que c'était vraiment dommage qu'il ait rencontré la mauvaise sœur en premier. Elle a ri comme si c'était une blague, mais a continué. Elle a dit que Vanessa aurait été bien mieux assortie à quelqu'un comme Louis. Elle a dit que Vanessa était plus belle, plus brillante, et honnêtement, plus méritante d'un homme comme lui. Elle a dit qu'elle espérait que Louis savait ce qu'il obtenait avec moi, mais qu'il n'était pas trop tard pour passer à la version supérieure. La table est devenue silencieuse. Les parents de Louis avaient l'air horrifiés. Louis lui-même avait l'air de vouloir disparaître. Vanessa était simplement assise là, souriante, comme si elle était d'accord avec chaque mot. J'ai senti mon visage s'échauffer et mes mains ont commencé à trembler. 26 ans à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien sont revenus d'un coup. Je me suis levé et j'ai dit à ma mère que j'avais quelque chose à dire aussi. Je lui ai dit qu'il y a 2 mois, je l'aidais à configurer son nouveau téléphone et j'ai vu ses messages avec Vanessa. J'ai vu chaque texto où elle parlait de moi dans mon dos. J'ai vu ma mère m'appeler une honte. J'ai vu Vanessa dire que je boxais au-dessus de ma catégorie avec Louis. J'ai vu ma mère être d'accord et dire qu'elle ne comprenait pas ce qu'il voyait en moi. Je les ai vus faire un plan pour que Vanessa flirte avec Louis à ce dîner même, pour voir s'il pouvait être détourné. J'ai vu leurs 2 visages perdre toute couleur. Ma mère a bafouillé que je sortais les choses de leur contexte. Vanessa a dit que je faisais du drame. Louis s'est levé et leur a dit à toutes les 2 de partir. Ma mère a commencé à pleurer et a dit que je détruisais la famille. Je lui ai dit non. C'est elle qui l'a détruite. Il y a 26 ans, quand elle a décidé que je ne serais jamais assez bien. Elles sont parties et la mère de Louis est venue me serrer dans ses bras et m'a dit que j'avais géré cela avec plus de grâce qu'elle ne le méritait. Mais ce n'était pas la fin, parce que ce que ma mère ne sait pas encore, c'est que j'ai fait des captures d'écran de chacun de ces messages. Et le groupe de discussion familiale qui inclut toutes nos tantes, oncles, cousins et grands-parents est sur le point de recevoir une mise à jour très intéressante. Je suis assise dans ma voiture devant le restaurant pendant 20 minutes, mon doigt planant sur le bouton d'envoi. Les captures d'écran sont en attente dans le groupe de discussion familiale. Une fois que j'aurai appuyé sur envoyer, il n'y aura pas de retour en arrière. Mes mains tremblent encore de la confrontation, mais je me sens plus clair que je ne l'ai été depuis des années. Le volant est froid sous mes paumes, et je peux voir ma buée embuer le pare-brise. Je relis les captures d'écran une dernière fois. Chaque texto cruel est là. Ma mère m'appelant une honte. Vanessa disant que je boxais au-dessus de ma catégorie avec Louis. Leur plan pour ce soir écrit noir sur blanc.
J'appuie sur envoyer. Le message est délivré à 43 membres de la famille. Les captures d'écran montrent chaque texto cruel entre ma mère et Vanessa, y compris le plan pour que Vanessa flirte avec Louis ce soir. En quelques secondes, les confirmations de lecture commencent à apparaître. 1, 3, 7, 15. Mon téléphone commence à vibrer avec des messages entrants. L'écran s'allume encore et encore. Je regarde les notifications s'accumuler, mais je n'en ouvre aucune pour le moment. Quelqu'un appelle, puis quelqu'un d'autre. Je mets mon téléphone en silencieux et le laisse tomber dans le porte-gobelet. Louis me trouve sur le parking et monte sur le siège passager sans rien dire. Il prend doucement mon téléphone et l'éteint. Puis il me tient la main pendant que je pleure. Ses parents nous suivent dans leur voiture pour s'assurer que nous rentrons bien. La mère de Louis prépare du thé pendant que je suis assise sur le canapé, essayant de digérer ce que je viens de faire. Elle ne pose pas de questions. Elle s'assoit juste à côté de moi et me frotte le dos en petits cercles. Le père de Louis parle doucement avec Louis dans la cuisine. Je peux entendre le grondement bas de leur voix, mais pas les mots. La mère de Louis reste dans notre chambre d'amis. Je me réveille le lendemain matin et je rallume mon téléphone. 217 notifications. Le chiffre me retourne l'estomac. La mère de Louis est déjà réveillée et elle m'aide à trier les messages. Elle s'assoit à côté de moi sur le canapé avec ses lunettes de lecture et identifie quels membres de la famille me soutiennent et lesquels m'attaquent. Mon oncle Dominique envoie un long message disant qu'il a toujours soupçonné ma mère de me traiter différemment, mais qu'il n'avait jamais réalisé à quel point c'était grave. Il dit qu'il est désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Ma tante Ferne m'appelle et me parle pendant 1 heure de ses propres expériences avec la cruauté de ma mère quand elles étaient plus jeunes. Elle dit que ma mère a toujours eu besoin de rabaisser quelqu'un pour se sentir supérieure. Avant ma naissance, Ferne était cette cible. Elle me parle de dîners de famille où ma mère critiquait tout, de sa cuisine à ses vêtements en passant par son choix de mari. Elle s'excuse de ne pas m'avoir protégée et dit qu'elle en a assez de trouver des excuses au comportement de ma mère. Sa voix se brise quand elle me dit qu'elle aurait dû être plus courageuse. 3 cousins du côté de mon père créent un groupe de discussion séparé sans ma mère, Vanessa ou ma grand-mère. Ils partagent leurs propres histoires sur les commentaires de ma mère à mon sujet au fil des ans. Des choses que je ne savais pas qu'elle avait dites lors de réunions de famille auxquelles je n'assistais pas. Un cousin me dit que ma mère a dit que j'avais de la chance d'avoir un travail, compte tenu de mes capacités limitées. Un autre cousin dit que ma mère s'est plainte que j'embarrassais la famille en n'étant pas aussi accomplie que Vanessa. Le schéma de sa cruauté est encore plus étendu que je ne le réalisais. Ma mère m'envoie une série de textos qui oscillent entre la rage et la culpabilisation. Elle me traite d'ingrate. Elle dit que je l'ai humiliée devant toute la famille. Elle exige que je supprime les messages et que je m'excuse. Quand je ne réponds pas, elle menace de se présenter à mon appartement. Louis change notre code de porte et dit à la sécurité de l'immeuble de ne pas la laisser monter. Il passe l'appel pendant que je lis encore les messages et je l'entends leur donner une description physique de ma mère. Vanessa essaie une approche différente en envoyant un texto directement à Louis. Elle s'excuse pour le malentendu et demande s'ils peuvent parler en privé pour éclaircir ce qui s'est passé. Louis fait une capture d'écran de son message et me le montre immédiatement. Puis il bloque son numéro sans répondre. Il n'hésite même pas. Mon père appelle pour la première fois 3 jours après le dîner. Il a l'air épuisé. Il dit que ma mère a été hystérique, mais il admet que ce qu'elle a dit au dîner était mal. Il me demande si j'envisagerais une thérapie familiale. Je lui dis que je ne suis pas intéressé à réparer quelque chose que ma mère ne pense pas être cassé. Il reste silencieux pendant un long moment. Puis il dit qu'il comprend et raccroche. Le meilleur ami de Louis, Grant, vient avec des plats à emporter. Il me dit que la moitié de sa famille suit maintenant le drame parce que les parents de Louis leur ont raconté ce qui s'est passé. Grant dit que sa propre mère a eu affaire à une sœur toxique et que couper les ponts a été la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. La validation de personnes extérieures à ma famille m'aide à me sentir moins folle. Grant reste pour le dîner et raconte des histoires sur le parcours de sa mère pour établir des limites. Il me fait rire pour la première fois depuis des jours. Regina m'envoie un texto 3 jours après le départ de Grant. Elle me demande si on peut se retrouver pour un café. Je ne l'ai pas vue depuis des années parce que ma mère trouvait toujours des excuses pour nous séparer. Elle habite à 2 heures de route et dit qu'elle viendra jusqu'à moi. Nous nous retrouvons dans un petit café près de mon appartement. Regina a l'air plus âgée que dans mon souvenir, mais son sourire est chaleureux quand elle me serre dans ses bras.
Elle nous commande de latte et nous nous asseyons près de la fenêtre. Elle me dit qu'elle a tout vu dans le groupe de discussion et qu'elle devait me contacter. Elle dit qu'elle a vu ma mère me maltraiter depuis que je suis enfant. Elle a arrêté de venir aux événements familiaux il y a 5 ans parce qu'elle ne supportait plus de voir ça. Sa voix se fait plus basse quand elle s'excuse de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle dit qu'elle était jeune et ne savait pas comment défier ma mère sans provoquer une scène. Elle me parle d'un dîner de Noël quand j'avais 12 ans où ma mère a passé 1 heure à parler des récompenses de Vanessa et ne m'a pas mentionné une seule fois, même si j'étais assise juste là. Regina dit qu'elle est rentrée chez elle ce soir-là et a pleuré parce qu'elle se sentait tellement en colère pour moi. Elle tend la main sur la table et me serre la main. Elle me dit que je suis courageuse d'avoir enfin tenu tête et qu'elle est fière de moi. Pendant 2 heures, nous parlons de tout ce qui s'est passé. Elle partage des histoires sur sa propre relation compliquée avec sa mère et comment l'établissement de limites a changé sa vie. Quand nous partons, elle me fait promettre de rester en contact. Elle dit qu'elle veut faire partie de ma vie maintenant que ma mère ne contrôle plus qui je peux voir. Le trajet du retour semble plus léger, sachant que j'ai son soutien. Le groupe de discussion familiale explose pendant que je dîne avec Louis. Mon téléphone commence à vibrer tellement que je dois le poser face contre table. Louis le prend et lit les notifications. Son visage se crispe et il me montre l'écran. Ma grand-mère a posté un long message défendant ma mère. Elle dit que j'ai toujours été trop sensible et que je fais toute une histoire pour rien. Elle prétend que ma mère aime ses 2 filles de la même manière et que je fais du drame à propos du dîner. Elle dit à tout le monde que je déchire la famille pour un malentendu. Les réponses arrivent rapidement. Mon oncle Dominique répond en disant que ce n'était pas un malentendu et qu'il a vu les captures d'écran. Ma tante Fern poste qu'elle en a assez de trouver des excuses à la cruauté de ma mère. Quelqu'un que je connais à peine intervient pour dire que je devrais pardonner à ma mère parce que la famille, c'est tout. Une autre cousine rétorque que la famille ne vous donne pas la permission d'être cruelle. Le fil de discussion ne cesse de s'allonger avec des gens qui prennent parti. Mon oncle Cash poste un message suggérant que tout le monde fasse une pause et se calme avant de dire des choses qu'ils regretteront. Personne n'écoute. La dispute s'envenime avec des gens qui ressortent de vieilles rancunes et des disputes passées qui n'ont rien à voir avec moi. Quelqu'un accuse quelqu'un d'autre d'être un mauvais parent. Une autre personne évoque un mariage d'il y a 10 ans où des sentiments ont été blessés. Tout le chat se transforme en un désordre de colère et de reproches. Louis finit par prendre mon téléphone et désactive les notifications. Il dit que je n'ai pas besoin de lire davantage ce soir. Je me sens mal de savoir que ma grand-mère défend ma mère après tout ce qu'elle a vu. Louis commande à emporter et nous regardons un film pour nous distraire, mais je ne peux pas arrêter de penser aux messages qui s'accumulent sur mon téléphone. Une lettre arrive dans ma boîte aux lettres 4 jours plus tard. Je reconnais l'écriture de ma mère sur l'enveloppe. Mon estomac se noue quand je vois son épaisseur. Je la rentre et m'assois sur le canapé avant de l'ouvrir. 6 pages tombent, recto verso, couvertes de l'écriture soignée de ma mère. Elle commence en disant qu'elle a le cœur brisé que je ne réponde pas à ses appels. Elle prétend que le toast au dîner n'était qu'une blague et que je l'ai mal pris. Elle écrit qu'elle a toujours aimé ses 2 filles de la même manière et que je me souviens mal de mon enfance. Elle dit qu'elle a été dure avec moi parce qu'elle voulait que j'atteigne mon plein potentiel. Elle évoque des fois où elle m'a aidé avec mes devoirs ou m'a conduite à l'entraînement de football comme si cela effaçait tout le reste. Elle écrit que Vanessa est dévastée par ce que j'ai fait et que je détruis notre famille. Elle dit que je suis égoïste et cruel en refusant de lui pardonner. La lettre continue encore et encore avec la même manipulation écrite de différentes manières. Elle ne s'excuse jamais vraiment pour ce qu'elle a dit. Elle n'admet jamais que ses paroles au dîner étaient déplacées. Au lieu de cela, elle me reproche d'être trop sensible et de garder rancune. La dernière page dit qu'elle est prête à me pardonner si je m'excuse publiquement auprès d'elle et de Vanessa dans le groupe de discussion familiale. Elle signe, avec amour, maman, comme si rien de ce qu'elle avait écrit n'était blessant. Je lis le tout 2 fois et mes mains se mettent à trembler. La colère monte dans ma poitrine jusqu'à ce que je doive me lever et bouger. Je prends mes clés et dis à Louis que j'ai besoin de marcher. Il propose de venir avec moi, mais j'ai besoin d'être seul. Je fais le tour du pâté de maison 3 fois dans l'air froid en essayant de me calmer. Ma mère ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de mal. Elle pense toujours qu'elle est la victime. La lettre aggrave tout au lieu de l'améliorer. Louis me trouve sur le canapé ce soir-là, fixant mon téléphone. Il s'assoit à côté de moi et me demande si je veux m'évader pour le week-end. Il dit qu'on pourrait conduire quelque part de calme et ne pas vérifier nos téléphones pendant quelques jours.
J'accepte immédiatement car les notifications constantes et le drame familial sont épuisants. Nous faisons nos valises le lendemain matin et conduisons 3 heures jusqu'à un bed and breakfast dans les montagnes. L'endroit est petit et confortable avec des sentiers de randonnée à proximité. Nous passons la première journée à marcher dans les bois sans parler de ma famille. Louis me montre des oiseaux et des arbres intéressants. Nous nous arrêtons près d'un ruisseau et nous asseyons sur les rochers en écoutant l'eau. Le deuxième jour, nous marchons jusqu'à un point de vue qui montre toute la vallée. Nous mangeons les sandwichs que nous avons emportés et regardons les nuages se déplacer dans le ciel. Mon téléphone reste dans mon sac tout le temps. Sans les vibrations et les messages constants, je peux réellement penser clairement. Je réalise à quel point j'ai dépensé d'énergie toute ma vie à essayer de rendre ma mère fière. Chaque décision que je prenais était filtrée par ce qu'elle en penserait. Chaque accomplissement semblait vide car je savais qu'elle le comparerait à Vanessa. Même mes choix de carrière étaient influencés par le désir de son approbation. Assise sur cette montagne, regardant la vue, je comprends que je n'obtiendrai jamais ce que je veux d'elle. Elle ne me verra jamais comme j'en ai besoin. La pensée devrait faire mal, mais au lieu de cela, c'est un soulagement. Je n'ai plus à essayer. Louis me prend la main et nous restons assis là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Sur le chemin du retour, je me sens différente, plus légère en quelque sorte. La distance m'a aidé à voir que l'opinion de ma mère ne définit pas ma valeur. Nous rentrons à l'appartement et je rallume mon téléphone. 53 nouveaux messages m'attendent. La plupart proviennent du groupe de discussion familiale, mais il y en a plusieurs de mon oncle Cash. Il essaie d'organiser une réunion de famille avec un médiateur professionnel. Il m'a envoyé les coordonnées d'un thérapeute spécialisé dans les conflits familiaux. Il écrit qu'il pense que nous pourrions résoudre cela si tout le monde s'asseyait ensemble et parlait honnêtement. Il a de bonnes intentions, mais l'idée me fatigue. Je le rappelle et le remercie d'essayer d'aider. Je lui dis que je ne suis pas intéressé à m'asseoir dans une pièce avec ma mère et Vanessa. Il a l'air déçu. Il dit qu'il comprend que les familles sont compliquées, mais qu'il déteste voir tout le monde déchiré. J'explique que ce n'est pas moi qui ai déchiré les choses. Ma mère l'a fait il y a des années et je ne fais que réagir enfin. Il reste silencieux une minute avant de dire qu'il comprend. Il me dit que l'invitation tient si je change d'avis. Il dit qu'il sera toujours là si j'ai besoin de lui. J'apprécie qu'il essaie, mais je sais qu'un médiateur ne résoudra pas cela. Ma mère l'utiliserait simplement comme une autre occasion de se faire passer pour la victime. Cash termine l'appel en me disant de prendre soin de moi. Je promets que je le ferai. Un message arrive sur Instagram d'un compte que je ne reconnais pas. La photo de profil est vide et le nom d'utilisateur n'est que des lettres et des chiffres aléatoires. Je le supprime presque sans le lire, mais quelque chose me pousse à l'ouvrir. Le message dit qu'elle a entendu parler de tout par des amis communs et qu'elle veut reprendre contact. C'est de Vivien, ma meilleure amie du lycée. Nous avons perdu contact après le diplôme quand elle est partie à l'université à l'autre bout du pays. Je n'ai pas pensé à elle depuis des années, mais voir son nom me rappelle des souvenirs de soirées pyjama et de conversations nocturnes. Je lui réponds et nous prévoyons de nous retrouver pour déjeuner. Elle choisit un restaurant à mi-chemin entre nos appartements. Quand j'entre, elle se lève et me serre immédiatement dans ses bras. Elle a l'air différente, mais son rire est exactement le même. Nous commandons à manger et nous rattrapons les 8 dernières années. Elle me parle de son travail, de son appartement et de sa vie amoureuse. Puis elle aborde le sujet de ma mère. Elle dit qu'elle a toujours pensé que ma mère était cruelle quand nous étions adolescentes. Elle se souvient être venue chez moi et avoir vu ma mère faire l'éloge de Vanessa tout en m'ignorant. Elle me parle d'une fois où j'ai obtenu la 2e place à un concours scolaire et où ma mère a dit que c'était dommage que je ne puisse pas être première comme Vanessa. Vivien dit qu'elle voulait dire quelque chose à l'époque mais ne savait pas comment aider. Elle n'était qu'une enfant elle-même et ma mère lui faisait peur. Elle s'excuse de ne pas avoir été plus courageuse. Je lui dis qu'il n'y avait rien qu'elle aurait pu faire. Nous parlons pendant 3 heures et échangeons nos numéros de téléphone. Elle me fait promettre que nous resterons en contact cette fois. La retrouver dans ma vie, c'est comme retrouver un morceau de moi que j'avais oublié. Un nouveau compte Instagram commence à m'envoyer des messages 2 jours après mon déjeuner avec Vivien. Les messages prétendent que Vanessa est la vraie victime dans tout cela. Le compte dit que j'ai retourné toute la famille contre elle et qu'elle n'a jamais voulu me faire de mal. Les messages disent qu'elle ne faisait que suivre l'exemple de notre mère et ne savait pas comment agir autrement. Je les lis en cherchant une véritable excuse ou une reconnaissance de ce qu'elle a fait. Il n'y a rien,
juste des excuses et des rejets de la faute. Le comte dit qu'elle est en thérapie maintenant et qu'elle travaille sur elle-même. Il dit qu'elle espère que nous pourrons reconstruire notre relation un jour. Le ton est complètement faux. On dirait qu'elle lit un script de ce qu'elle pense que je veux entendre. Il n'y a aucune compréhension sincère du mal qu'elle a causé. Je fais une capture d'écran de chaque message et les ajoute au dossier sur mon téléphone où je garde les preuves de leur comportement. Puis je bloque le compte. En moins d'une heure, un compte différent m'envoie un message avec la même photo de profil. Je bloque celui-là aussi. Vanessa est implacable, mais j'en ai fini de m'engager dans sa manipulation. Les parents de Louis nous invitent à dîner samedi. Sa mère prépare un rôti et son père met la table avec leur belle vaisselle. Après le repas, la mère de Louis me demande de lui parler en privé. Nous allons dans le salon pendant que Louis et son père nettoient la cuisine. Elle s'assoit à côté de moi sur le canapé et me prend la main. Elle me dit que peu importe ce qui se passe avec ma propre famille, elle me considère comme faisant partie de la leur. Elle dit qu'elle a déjà commencé à me considérer comme sa fille. Ses yeux se remplissent d'eau quand elle parle de sa fierté de la façon dont j'ai géré tout cela. Elle dit que me voir établir des limites et me défendre a été inspirant. Elle me dit que sa propre mère était difficile et qu'elle comprend à quel point c'est dur. Elle me promet que j'aurai toujours une place dans leur famille. L'acceptation me serre la gorge. Je commence à pleurer et elle me serre dans ses bras. C'est ça, l'amour d'une mère. Un soutien sans condition, une fierté sans comparaison, un amour sans cruauté. Louis et son père reviennent dans la pièce et nous voient pleurer. Le père de Louis fait une blague sur les femmes et les émotions, mais sa voix est gentille. Ils me serrent tous dans leurs bras avant que nous partions. Le trajet du retour est silencieux mais paisible. J'ai une famille maintenant. Ce n'est juste pas celle dans laquelle je suis né. La sécurité m'appelle au travail pendant ma pause déjeuner. Ils me disent que ma mère est dans le hall et demande à me voir. Mon cœur s'emballe. Je leur dis que je descends tout de suite. Je prends l'ascenseur et la trouve assise dans la salle d'attente en train de pleurer. Elle fait une scène. D'autres personnes dans le hall la regardent. Elle me voit et se lève. Elle commence à parler fort de la façon dont je ne réponds pas à ses appels et comment je lui brise le cœur. Elle tend la main vers moi, mais je recule. Je garde ma voix calme et lui dis qu'elle doit partir. Elle dit que nous devons parler et que je suis déraisonnable. Je répète qu'elle doit partir ou je demanderai à la sécurité de l'escorter dehors. Elle a l'air choquée, comme si elle ne pouvait pas croire que je suis sérieuse. L'agent de sécurité s'avance et demande s'il y a un problème. Le visage de ma mère change. Elle arrête de pleurer et son expression devient froide. Elle me dit que je vais le regretter. Elle dit que je lui brise le cœur et que je comprendrai quand j'aurai mes propres enfants. Puis elle se retourne et se dirige vers la porte. Avant de partir, elle crie à travers le hall que je suis une fille ingrate. Tout le monde dans la salle d'attente l'entend. Mon visage s'échauffe de honte. L'agent de sécurité s'excuse et me demande si je vais bien. Je hoche la tête et remonte. Mes mains tremblent le reste de l'après-midi. Je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. Ma mère s'est présentée à mon travail et a fait une scène devant mes collègues. Elle a franchi une autre ligne et je sais que ce ne sera pas la dernière fois. J'appelle une thérapeute le lendemain matin. Elle s'appelle Dr Miller et elle est spécialisée dans les problèmes familiaux et les relations toxiques. Son cabinet a une place de libre cet après-midi, alors je la prends. La salle d'attente est calme, avec une musique douce et des fauteuils confortables. Le docteur Miller vient me chercher et me conduit à son bureau. Elle a les cheveux foncés tirés en arrière et des yeux bienveillants. Elle me demande de lui dire ce qui m'amène. Je commence par le dîner de fiançailles, puis je remonte pour expliquer toute mon enfance. Elle écoute sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle hoche lentement la tête. Elle me dit que le comportement de ma mère correspond à quelque chose appelé le favoritisme narcissique. Elle explique que certains parents ont besoin d'avoir un enfant en or et un bouc émissaire pour se sentir en contrôle. Elle dit que rien de ce que j'ai fait ne l'a causé et que rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait pu le réparer. La validation d'un professionnel fait que quelque chose en moi se détend. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas trop sensible. Le traitement que ma mère m'a infligé était réel et injuste. Le docteur Miller me demande quelles limites j'ai fixées. Je lui parle du blocage des appels de ma mère et du refus d'assister aux événements familiaux. Elle dit que ces limites sont saines et appropriées. Elle me prévient que ma mère va probablement intensifier ses efforts avant de les accepter.
Elle dit que les gens comme ma mère ne gèrent pas bien la perte de contrôle. Nous programmons des rendez-vous hebdomadaires. Je quitte son bureau en me sentant moins coupable de tout ce que j'ai fait. Un professionnel qui étudie ce genre de choses dit que je fais ce qu'il faut. Cela compte plus que je ne l'aurais cru. Fern m'appelle 3 jours après ma dernière séance de thérapie et me demande si Louis et moi voulons venir dîner samedi. Elle dit que ce ne sera qu'elle, Dominique et leurs 2 enfants. Pas de drame, pas de tension, juste la famille. J'accepte avant de trop y réfléchir. Samedi arrive et Louis nous conduit à leur maison en banlieue. Mes mains tremblent un peu quand nous nous garons dans l'allée. C'est la première réunion de famille depuis le dîner de fiançailles, et même si j'ai confiance en Fern, les vieilles habitudes me rendent nerveuse. Dominique ouvre la porte et nous serre tous les 2 dans ses bras. Leurs enfants, Louisa et Jake, sont maintenant adolescents et ils nous saluent depuis le salon. La maison sent le poulet rôti et l'ail. Fern sort de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon et me serre dans ses bras plus longtemps que prévu. Elle me murmure qu'elle est contente que je sois venu. Le dîner est normal, d'une manière que je n'ai jamais connue avec ma famille. Nous parlons de travail, d'école et des équipes sportives des enfants. Personne n'évoque ma mère ou Vanessa. Personne ne fait de comparaison ou de commentaires désobligeants. Au dessert, Fern se lève avec son verre de vin. Elle dit qu'elle veut porter un toast approprié à mes fiançailles, celui que j'aurais dû avoir au restaurant. Elle regarde Louis et lui dit qu'il a de la chance de m'avoir. Elle me regarde et dit que je mérite quelqu'un qui voit ma valeur. Louisa et Jake lèvent leur verre de soda et tout le monde boit. Ma gorge se serre et je cligne rapidement des yeux pour ne pas pleurer. C'est ça, la famille. Au cours de la semaine suivante, d'autres parents me contactent. Ma cousine Germaine, Michelle, m'envoie un long message sur sa propre mère. Elle me dit que sa mère a toujours favorisé son frère et a fait en sorte que Michelle se sente invisible en grandissant. Nous nous retrouvons pour un café et parlons pendant 2 heures. Elle comprend la culpabilité étrange qui accompagne la rupture avec un parent, même quand ce parent vous a fait du mal. Elle dit qu'elle a vécu la même chose il y a 5 ans et que sa vie s'est améliorée une fois qu'elle a cessé d'essayer de réparer la relation. Nous échangeons nos numéros et promettons de rester en contact. Mon oncle du côté de mon père envoie un texto disant qu'il me soutient. 2 autres cousins commandent de vieilles photos de moi sur les réseaux sociaux avec des émojis cœur. Je construis un réseau de membres de la famille qui me voient réellement comme une personne, pas comme la fille de secours. C'est comme repartir de zéro, mais dans le bon sens. J'ai maintenant des parents qui me traitent avec un respect de base et la barre était si basse avant que cela semble incroyable. Mon téléphone sonne pendant que je prépare le petit déjeuner. L'identifiant de l'appelant affiche le numéro de ma grand-mère. Je faillis ne pas répondre, mais la curiosité l'emporte. Je décroche et elle commence à parler immédiatement. Elle dit qu'elle s'inquiète pour la santé de ma mère. Elle prétend que ma mère a été si stressée qu'elle a eu des douleurs à la poitrine et est allée chez le médecin. La voix de ma grand-mère tremble quand elle me dit que tout est de ma faute parce que je refuse de pardonner. Je prends une inspiration et garde ma voix calme. Je lui dis que la santé de ma mère n'est pas de ma responsabilité. Je dis que l'utilisation des problèmes de santé pour me manipuler ne fonctionnera plus. Ma grand-mère allait comme si j'avais dit quelque chose d'horrible. Elle me dit que je suis cruel et que la famille est censée pardonner. Je lui rappelle que la famille est aussi censée se traiter mutuellement avec un respect de base. Elle commence à pleurer et dit qu'elle ne comprend pas comment je suis devenue si froide. Je lui dis que j'ai appris les limites d'une thérapeute, pas la froideur. Je raccroche avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Mes mains tremblent, mais je suis fier de ne pas avoir cédé. Louis et moi sommes assis à notre table de cuisine avec des magazines de mariage étalés devant nous. Ses parents ont proposé de nous aider à payer le mariage, ce qui m'a fait pleurer la première fois qu'ils l'ont suggéré. Nous commençons à faire une liste d'invités. Louis note sa famille et nos amis. Je note Fern, Dominique, Regina, mon père, et quelques autres parents qui m'ont vraiment soutenu. Le nom de ma mère n'est pas sur la liste. Celui de Vanessa non plus. Louis me demande si je suis sûr, et je hoche la tête. Il me serre la main et dit, d'accord. Nous comptons les noms et réalisons que nous envisageons un petit mariage, peut-être 40 personnes au total. Louis me demande si cela me dérange. Je lui dis que cela me semble juste. Ce sont les personnes qui se soucient vraiment de nous. Faire ses choix est puissant au lieu d'être triste. Je n'invite pas les gens par obligation ou par peur. Je choisis qui célébrera avec nous, et ce choix m'appartient.
Une notification par email apparaît sur mon téléphone pendant que je suis au travail. Elle provient de l'adresse email professionnelle de Vanessa, que j'ai oublié de bloquer. L'objet, je suis désolé. Je l'ouvre même si je sais que je ne devrais probablement pas. Elle écrit 3 paragraphes sur le fait qu'elle suit une thérapie. Elle dit qu'elle réalise maintenant que le favoritisme de notre mère l'a également endommagée, en la rendant dépendante du fait d'être la meilleure en tout. Elle prétend qu'elle n'a jamais appris à avoir de vraies relations parce qu'elle était trop occupée à jouer un rôle pour l'approbation de notre mère. Elle demande si nous pouvons reconstruire notre relation et dit qu'elle veut être de vraie sœur. Je le lis 2 fois. Tout l'email se concentre sur à quel point les choses ont été difficiles pour elle. Elle parle de sa propre douleur, de sa propre thérapie et de ses propres réalisations. Elle ne s'excuse jamais vraiment pour les choses spécifiques qu'elle a faites. Elle ne mentionne jamais avoir souri quand notre mère a dit que je n'étais pas assez bien. Elle ne reconnaît jamais avoir prévu de flirter avec Louis. L'email porte sur sa victimisation, pas sur ma blessure. Je le ferme sans répondre. Elle n'obtiendra pas de conclusion de ma part simplement parce qu'elle a décidé qu'elle en voulait une. Le docteur Miller et moi passons notre prochaine séance à travailler sur une lettre à ma mère. Elle appelle cela une lettre de limite. Nous passons par plusieurs brouillons jusqu'à ce que nous obtenions le bon. La lettre dit « Je n'aurai pas de contact avec ma mère tant qu'elle n'aura pas reconnu le mal spécifique qu'elle a causé tout au long de ma vie. » Elle énumère des exemples sans être cruelle. Elle dit que j'ai besoin qu'elle arrête de me blâmer pour les conséquences de ses propres actions. Elle précise clairement que je ne demande pas des excuses qui rejettent la faute ou donnent des excuses. La lettre fait 1 page, à simple interligne. Le docteur Miller la lit et hoche la tête. Elle dit qu'elle est claire et ferme sans être méchante. Nous l'imprimons et je la signe. Je l'emmène au bureau de poste et je l'envoie en recommandé pour que ma mère ne puisse pas prétendre ne l'avoir jamais reçu. La femme au comptoir me demande si je veux une assurance dessus. Je manque de rire. Aucune assurance ne peut protéger ce qu'il y a dans cette enveloppe. La réponse de ma mère arrive 3 jours plus tard, mais pas par lettre. Elle publie sur Facebook qu'elle est une mère dévouée punie pour avoir aimé ses 2 filles de la même manière. Elle écrit que certains enfants n'apprécient pas les sacrifices que font les parents. Elle dit qu'elle a le cœur brisé et ne comprend pas où elle a fait une erreur. La publication reçoit 20 j'aime et une douzaine de commentaires de personnes qui ne connaissent pas toute l'histoire. Plusieurs membres de la famille qui n'étaient pas dans le groupe de discussion original voient la publication et m'envoient des messages pour me demander ce qui se passe. Je leur envoie les captures d'écran des textos entre ma mère et Vanessa. Je leur envoie une copie de la lettre de limite. 3 parents répondent en moins d'1 heure en disant qu'ils n'avaient aucune idée que les choses étaient aussi graves. Ils me disent qu'ils en ont assez de trouver des excuses à son comportement. La publication Facebook de ma mère reste en ligne pendant 6 heures avant qu'elle ne la supprime. Je fais d'abord une capture d'écran, au cas où. Louis me dit de rentrer tôt du travail vendredi. Il ne veut pas dire pourquoi, juste que je dois être là à 17 heures. Je pars à 16h30 et je rentre chez moi nerveuse. Quand j'entre, il porte une belle chemise et a un sourire étrange. Il me dit de me changer en quelque chose de confortable et que nous partons. Je demande où nous allons et il dit que c'est une surprise. 20 minutes plus tard, nous nous arrêtons devant la maison de ses parents. L'allée est pleine de voitures que je reconnais. Louis m'ouvre la porte et me conduit vers l'arrière-cour. Il y a des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres et une table avec de la nourriture et des boissons. Fern et Dominique sont là avec leurs enfants. Regina est là. Le meilleur ami de Louis, Grant, est venu avec sa petite amie. Mon père est debout près de la table de nourriture, l'air mal à l'aise mais présent. Les parents de Louise viennent et sa mère me serre dans ses bras. Elle dit que Louise voulait m'organiser une vraie fête de fiançailles avec des gens qui m'aiment vraiment. Tout le monde lève son verre et le père de Louise porte un toast au nouveau commencement. Puis Fern se lève et prononce un discours sur sa fierté de la femme que je suis devenue malgré tout. Elle dit que me voir établir des limites et choisir de me mettre en avant a été inspirant. Les gens applaudissent et je commence à pleurer. C'est la première célébration de toute ma vie où je suis au centre d'une attention positive sans condition ni comparaison. Ma patronne m'appelle dans son bureau lundi matin et je suppose que j'ai des ennuis. Au lieu de cela, elle me dit que je suis promu analyste senior. Le poste s'accompagne d'une augmentation et de mon propre bureau. Elle dit que je l'ai mérité grâce à la qualité de mon travail et à mon leadership. Je la remercie et je réussis à retourner à mon bureau sans flotter. Les premières personnes que j'appelle sont Louis et ses parents. Louis crie dans le téléphone et dit « On fête ça ce soir ».
Sa mère pleure de joie et dit qu'elle est si fière. Je suis assise à mon bureau, mon téléphone à la main, quand ça me frappe. Je n'ai pas pensé à appeler ma mère. L'impulsion de partager de bonnes nouvelles avec elle n'est tout simplement plus là. J'attends que la tristesse vienne, mais elle ne vient pas. Au lieu de cela, je me sens plus légère. Je construis une vie où son opinion n'a pas d'importance, et cette prise de conscience ne fait pas mal comme je le pensais. Regina m'envoie un texto pour me demander si on peut se retrouver pour un café. J'accepte, et nous nous retrouvons dans un endroit près de son bureau. Elle commande pour nous deux, puis s'assoit avec un air sérieux. Elle me dit que Vanessa l'a contactée pour lui demander si Regina pouvait servir de médiatrice pour une conversation entre nous. Regina dit qu'elle a dit à Vanessa qu'elle me demanderait, mais qu'elle ne me mettrait pas la pression non plus. Elle me regarde et me demande ce que je veux faire. Je lui dis que je ne suis pas prête et que je ne le serai peut-être jamais. Regina hoche la tête et dit que c'est un choix tout à fait valable. Elle promet de dire non à Vanessa sans me faire passer pour la méchante. Je la remercie de respecter ma décision au lieu d'essayer de me convaincre que la famille devrait pardonner. Regina tend la main sur la table et me serre la main. Elle dit que certaines relations familiales ne valent pas la peine d'être sauvées et que c'est normal. 2 semaines plus tard, mon père m'envoie un texto pour me demander si on peut se retrouver pour un café. Il dit que ma mère ne sait pas qu'il me contacte et qu'il veut me parler seul. J'accepte de le rencontrer dans un endroit à l'autre bout de la ville où nous ne risquons pas de croiser quelqu'un que nous connaissons. Quand j'entre, il est déjà assis à une table dans un coin, l'air plus vieux que dans mon souvenir. Son visage a de nouvelles rides autour des yeux et ses épaules sont affaissées comme s'il portait quelque chose de lourd. Il se lève quand il me voit et nous nous serrons maladroitement dans les bras avant de nous asseoir. Il me demande comment je vais et je lui dis que je vais bien, ce qui est principalement vrai. Puis il reste silencieux pendant un long moment, remuant son café même s'il n'y a rien ajouté. Il lève finalement les yeux et me dit qu'il est désolé. Il dit qu'il est désolé de ne pas m'avoir mieux protégé quand j'étais enfant. Il dit que vivre avec la colère de ma mère à propos de la situation a été épuisant et qu'il ne peut plus prétendre que tout ce qu'elle a fait était normal. Il a l'air fatigué en le disant. Comme si admettre cela à voix haute lui avait enlevé quelque chose. Je ne sais pas quoi dire car j'ai attendu toute ma vie de l'entendre reconnaître ce qui s'est passé. Mais maintenant qu'il le dit, je me sens engourdi au lieu d'être soulagé. Les excuses ne réparent rien. Elles ne me rendent pas l'enfance que j'aurais dû avoir ni n'effacent les années de comparaison et de rabaissement. Mais c'est plus de responsabilité que ce que j'attendais de lui, et je le lui dis. Nous restons assis là pendant une autre heure à parler de petites choses, évitant la vraie conversation que nous devrions probablement avoir. Au moment de partir, je lui dis que je suis prête à avoir une relation avec lui s'il peut respecter mes limites. Je dis que je ne discuterai pas de ma mère avec lui et que je ne le laisserai pas essayer de nous réconcilier. Il accepte immédiatement, presque désespérément, comme s'il attendait la permission d'avoir une relation avec moi qui ne l'implique pas. Nous décidons de nous retrouver une fois par mois pour un café et de garder les choses simples. Ce n'est pas une relation proche, mais c'est plus honnête que ce que nous avions auparavant. Je rentre chez moi en me sentant étrange, comme si je venais de faire la paix avec quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin de faire la paix. Le lendemain matin, je me réveille avec un message de ma grand-mère. Il est long et formel, le genre de message qu'elle a probablement mis 1 heure à composer. Elle dit que je ne suis plus la bienvenue aux fêtes de famille et qu'elle a honte de moi pour avoir traité ma mère de cette façon. Elle dit qu'une fille qui humilierait sa mère en public et refuserait de s'excuser n'est pas sa petite fille. Elle énumère toutes les prochaines fêtes auxquelles je suis banni, comme si elle rayait mon nom d'une liste d'invités. Je lis le message 2 fois, attendant que la douleur vienne. Mais au lieu de cela, je ressens un soulagement qui m'envahit. Je suis exclu d'événements qui m'ont toujours rendu malheureuse de toute façon. Les dîners de Thanksgiving, où ma mère commentait mon poids tout en louant la minceur de Vanessa. Les matins de Noël où mes cadeaux étaient toujours des choses pratiques comme des chaussettes alors que Vanessa recevait des bijoux et des vêtements de marque. Les brunchs de Pâques où ma grand-mère me demandait pourquoi je n'étais pas encore mariée alors que Vanessa était félicitée pour son dernier accomplissement. Maintenant, j'ai une excuse pour tout sauter sans culpabilité. Je fais une capture d'écran du message et l'envoie à Louis avec la légende « Je suppose que nous aurons nos propres vacances maintenant ». Il répond immédiatement en disant que ses parents nous ont déjà invités à tout et que nous allons commencer nos propres traditions. Je supprime le message de ma grand-mère sans répondre et je me prépare le petit déjeuner en me sentant plus légère que je ne l'ai été depuis des semaines. Louis et moi passons le samedi suivant à regarder des lieux de mariage. Nous avons vu 3 endroits qui étaient bien mais qui ne nous semblaient pas justes.
puis nous nous arrêtons devant un petit jardin caché derrière un bâtiment historique du centre-ville. La propriétaire nous fait visiter et je tombe immédiatement amoureuse. Il y a des sentiers en pierre qui serpentent entre les parterres de fleurs et une tonnelle couverte de rosiers grimpants. Une petite terrasse peut accueillir peut-être 50 personnes et des guirlandes lumineuses sont suspendues entre les arbres. C'est intime et magnifique et rien à voir avec les grands lieux de réception chic que ma mère aurait voulu. Louis me serre la main et je sais qu'il ressent la même chose. Nous le réservons pour dans 6 mois et versons un acompte. La propriétaire nous félicite et dit qu'elle sent que nous aurons un beau mariage. En rentrant, nous parlons de la liste des invités et Louis suggère que nous n'invitions que les personnes qui célèbrent sincèrement notre relation. Pas d'invitation par obligation, pas de membres de la famille qui nous mettent mal à l'aise, juste les personnes qui ont été là pour nous. La planification du mariage commence à être joyeuse au lieu d'être stressante. Nous nous arrêtons pour déjeuner et faisons des listes sur des serviettes en papier de qui nous voulons là. Le nom de mon père est sur la liste. Ma tante Ferne et mon oncle Dominique, Regina et Vivian, toute la famille de Louis. Au moment où nous avons terminé, la liste compte 42 noms, et chacun d'eux est quelqu'un qui me rend heureuse. Je suis à l'épicerie le mardi suivant quand je vois une des amies de ma mère dans la section des fruits et légumes. Elle me repère avant que je ne puisse tourner dans une autre allée et s'approche avec un sourire crispé. Elle me demande comment je vais avec cette fausse voix concernée que les gens utilisent quand ils ne font que chercher des commérages. Je lui dis que je vais très bien et j'essaie de la dépasser, mais elle se met devant mon chariot. Elle dit qu'elle a entendu parler de ce qui s'est passé au dîner de fiançailles et que ma mère a le cœur brisé. Elle dit que c'est vraiment dommage quand les enfants n'apprécient pas tout ce que leurs parents font pour eux. Elle me regarde comme si elle s'attendait à ce que je m'excuse ou que je me défende. Au lieu de cela, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis que ma mère m'a brisé le cœur pendant 26 ans et qu'un dîner inconfortable ne se compare pas. Je dis que si elle est si préoccupée par les sentiments de ma mère, peut-être qu'elle devrait lui demander pourquoi elle a pensé que c'était acceptable de me dire que ma sœur méritait plus mon fiancé. La bouche de la femme s'ouvre, mais rien n'en sort. Je pousse mon chariot devant elle et je m'éloigne, fier de ne pas m'être excusé ou de m'être rabaissé pour la mettre à l'aise. Mes mains tremblent un peu en finissant mes courses, mais c'est à cause de l'adrénaline, pas de la honte. J'apprends à me défendre sans me sentir coupable. Lors de ma prochaine séance de thérapie, je raconte à ma thérapeute l'interaction à l'épicerie et le fait que mon père m'ait contacté. Elle écoute attentivement, puis me demande ce que je ressens à l'idée de perdre ma mère définitivement. Je lui dis que je ne sais pas, car je ne suis pas sûr d'avoir jamais vraiment eu la mère dont j'avais besoin. Elle hoche la tête et explique que je suis en deuil de la relation dont j'avais besoin, pas de celle qui existait réellement. Elle dit qu'il est normal de pleurer le parent que j'aurais aimé avoir, tout en acceptant que la vraie relation était néfaste. Comprendre cette distinction est quelque chose à se mettre en place dans mon esprit. J'ai attendu toute ma vie que ma mère devienne soudainement le parent que je méritais. Mais cela n'allait jamais arriver. La mère dont j'avais besoin n'existe pas et n'a jamais existé. Ce que je perds, c'est l'espoir qu'elle puisse changer. Et cet espoir me maintenait bloqué. Ma thérapeute me demande à quoi ressemblerait le fait d'arrêter d'attendre qu'elle devienne quelqu'un de différent. J'y réfléchis et je réalise que cela ressemblerait à la vie que je suis en train de construire. Une vie où son opinion ne définit pas ma valeur et où sa présence ne détermine pas mon bonheur. Je quitte la séance en ayant l'impression d'avoir posé quelque chose de lourd que je ne savais pas que je portais. Vivien m'appelle ce week-end et me demande si je veux rencontrer certains de ses amis. Elle a invité des gens à dîner et pense que je les aimerais. J'accepte, même si je suis nerveuse à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient avoir entendu parler du drame familial. Quand j'arrive à son appartement, il y a 6 autres femmes, toutes de notre âge. Vivien me présente et personne ne me pose de questions sur ma famille ou n'aborde de sujets inconfortables. Nous mangeons et parlons de choses normales comme le travail, les séries que nous regardons et les endroits où nous voulons voyager. Une femme raconte une histoire drôle sur son patron horrible, et une autre parle de son entraînement pour un marathon. Elle me pose des questions sur mon travail et mes projets de mariage et semble sincèrement intéressée par mes réponses. Personne ne me compare à qui que ce soit ni ne me fait sentir que je dois faire mes preuves. La conversation est fluide et je réalise que j'ai été tellement isolé par le drame familial pendant des années que j'ai oublié à quoi ressemblent les amitiés normales. Ces personnes me connaissent telle que je suis maintenant, pas comme la fille de secours ou la fille dont la mère ne l'aime pas assez. Quand je pars ce soir-là, j'ai 3 nouveaux numéros de téléphone et des projets de retrouver 2 d'entre elles pour un brunch le week-end prochain. J'envoie un texto à Vivien pour la remercier et elle me répond qu'elle est contente que je sois venu et que ses amis m'ont vraiment apprécié.
C'est une chose si simple, mais cela me donne l'impression de construire une vraie vie séparée de mon histoire familiale. Lundi matin, un livreur se présente à mon bureau avec un énorme bouquet de fleurs. Mes collègues se rassemblent autour de moi pendant que je lis la carte. Il est écrit « Elle me pardonne » de la main de ma mère. Je la fixe une seconde, puis je me mets à rire aux éclats. La manipulation est si évidente que c'en est presque drôle. Elle me pardonne, comme si j'étais celle qui avait fait quelque chose de mal, comme si elle était la plus intelligente pour ignorer mon terrible comportement. Ma collègue me demande si tout va bien, et je lui dis que ces fleurs viennent de quelqu'un qui ne comprend pas que le pardon va dans les deux sens. Je cherche des maisons de retraite près de mon bureau et j'en trouve une à 2 pâtés de maison. Je porte le bouquet pendant ma pause déjeuner et je le donne à leur coordinatrice d'activité. Elle est ravie et dit que les résidents adoreront avoir des fleurs fraîches dans la salle commune. Je n'envoie pas de texto à ma mère ni ne l'appelle pour accuser réception. Je n'envoie pas de carte de remerciement ni aucune réponse. Le silence est ma réponse et il est puissant. Ce soir-là, Louis me demande si ma mère a envoyé autre chose, et je lui parle des fleurs. Il secoue la tête et dit qu'il n'arrive pas à croire qu'elle ne comprend toujours pas. Je lui dis que je pense qu'elle a enfin compris. Elle ne veut juste pas l'accepter. Il y a une différence entre ne pas comprendre et ne pas vouloir changer, et ma mère tombe dans la deuxième catégorie. 2 semaines plus tard, Louis reçoit un appel de sa mère nous demandant si nous pouvons venir dîner. Quand nous arrivons, toute sa famille est là, y compris sa tante, son oncle et quelques cousins que je n'ai pas encore rencontrés. Sa mère me prend à part et me demande si ce serait d'accord s'ils me présentaient officiellement comme leur future belle-fille lors d'une réunion de famille qu'ils prévoient. Elle dit qu'ils veulent que tout le monde sache à quel point ils sont heureux que je rejoigne la famille. L'invitation m'émeut car elle représente l'acceptation familiale que j'ai toujours voulu mais jamais eue. Je lui dis oui et la remercie de penser à moi. Lors de la réunion 3 semaines plus tard, la famille élargie de Louis m'accueille avec une chaleur sincère. Sa grand-mère me serre dans ses bras et dit qu'elle a entendu de merveilleuses choses sur moi. Ses cousins me posent des questions sur le mariage et veulent voir des photos du lieu. Une de ses tantes me prend à part et me dit qu'elle peut voir à quel point je rends Louis heureux et que c'est tout ce qui compte pour sa famille. Personne ne pose de questions indiscrètes sur ma propre famille ni ne me fait sentir que je dois m'expliquer. Ils m'acceptent parce que Louis m'aime et parce que je suis gentil avec lui et que cela leur suffit. Je passe l'après-midi à parler et à rire avec des gens qui ont choisi de m'accueillir dans leur vie. Quand nous partons ce soir-là, je dis à Louis que sa famille est incroyable et il me dit qu'il pense que je suis incroyable aussi. Pour la première fois, je fais partie d'une famille qui veut vraiment de moi. Je suis assise à mon bureau un après-midi quand je réalise que je n'ai pas vérifié mon téléphone avec anxiété pour des messages de ma mère ou de Vanessa depuis des jours. La vigilance constante avec laquelle j'ai vécu pendant des mois s'est estompée sans que je m'en aperçoive. Avant, je me réveillais chaque matin et je regardais immédiatement mon téléphone, me préparant à toute manipulation ou culpabilisation qui pourrait m'attendre. Maintenant, je vérifie mes messages quand j'en ai envie, et je ne panique pas quand je vois des notifications. Ce soir-là en thérapie, je le mentionne à ma thérapeute, et elle sourit. Elle dit, c'est ça, la paix, et je devrais faire attention à quel point ma vie est différente sans leur toxicité. Elle me demande de décrire ce que l'on ressent en paix, et je réalise que c'est comme respirer plus facilement. C'est comme ne pas avoir un nœud à l'estomac tout le temps. C'est comme pouvoir profiter des bonnes choses sans attendre que quelqu'un les gâche. Ma thérapeute dit, j'ai fait le travail difficile d'établir des limites, et maintenant je ressens la récompense de ce travail. Elle me rappelle que la paix ne signifie pas que rien de mal n'arrivera jamais. Cela signifie simplement que je ne vis plus en mode de crise constant. Je rentre chez moi en voiture, reconnaissante du chemin parcouru et de la légèreté de ma vie maintenant. Fern m'appelle 2 semaines plus tard et me demande si je veux venir dîner. Elle dit que ce ne sera qu'elle, Dominique et quelques autres membres de la famille qui m'ont soutenu à travers tout. Elle me dit qu'elle a pensé à commencer une nouvelle tradition, quelque chose pour les gens de notre famille qui se soucient réellement de relations saines. Je lui dis que j'adorerais venir et elle a l'air sincèrement heureuse. Le dîner a lieu un samedi soir chez elle. Et quand j'arrive, je vois que Regina est là avec 2 autres cousines que je n'ai pas vues depuis des années. Tout le monde me serre dans ses bras et me dit à quel point ils sont fiers de moi d'avoir tenu tête à ma mère. Nous mangeons des lasagnes et du pain à l'ail et personne n'évoque ma mère ou Vanessa, sauf pour soutenir les limites que j'ai fixées. Fern lève son verre et dit qu'elle veut en faire une chose trimestrielle. Juste nous, les membres de la famille qui croient au traitement mutuel avec respect. Tout le monde est d'accord, et j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin.
C'est à cela que devraient ressembler les dîners de famille. Détendu et plein de vrais rires au lieu de tension et de comparaison. Louis et moi célébrons notre premier anniversaire de rencontre 3 jours plus tard. Il m'emmène au même restaurant où nous avons eu notre premier rendez-vous, et nous commandons la même nourriture que nous avions alors. Au dessert, il me dit qu'il a réfléchi à quel point j'ai changé ces derniers mois. Il dit que me voir me défendre au dîner de fiançailles l'a fait m'aimer encore plus parce qu'il a vu à quel point je suis vraiment forte. Je lui dis que j'avais peur que l'établissement de limites éloigne les gens, mais qu'au lieu de cela a juste fait de la place pour de meilleures relations. Il prend ma main sur la table et la tient et dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Me protéger ne m'a pas coûté l'amour. Cela a juste éliminé le faux amour pour faire de la place au vrai. Je réalise qu'il a raison, et je suis reconnaissante qu'il ait été à mes côtés à travers tout cela. Une semaine plus tard, je reçois un message sur Facebook d'une cousine que je connais à peine, nommée Sarah. Elle vit à 3 États de là et nous ne nous sommes rencontrés qu'une poignée de fois lors de grands événements familiaux. Son message dit qu'elle a entendu parler de ce qui s'est passé avec ma mère par le bouche à oreille familial et qu'elle voulait me contacter. Elle me dit qu'elle vit quelque chose de similaire dans sa propre famille où son frère est le favori et où elle a toujours été traitée comme si elle n'avait pas d'importance. Elle me demande si j'ai des conseils sur la façon de gérer cela. Je lui réponds et je lui parle de la thérapie, de l'établissement de limites et du fait d'apprendre qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à vous valoriser s'il est déterminé à ne pas le faire. Nous nous envoyons des messages pendant 1 heure et à la fin, elle me remercie d'être honnête sur la difficulté de la situation. Transformer mon expérience douloureuse en quelque chose qui aide quelqu'un d'autre est significatif d'une manière que je n'attendais pas. Je fais une capture d'écran d'une partie de notre conversation et je la montre à ma thérapeute lors de notre prochaine séance, et elle sourit et dit, cela fait aussi partie de ma guérison. Mon père m'appelle quelques jours plus tard et me demande si on peut se retrouver pour un café. Quand nous nous asseyons, il a l'air nerveux et fatigué. Il me dit qu'il a commencé à suivre une thérapie lui-même et qu'il ne veut pas entrer dans tous les détails, mais il dit que ma lettre de limite lui a fait réaliser certaines choses. Il dit qu'il a passé des décennies à cautionner le comportement de ma mère et à prétendre que ce n'était pas si grave que ça. Il admet qu'il aurait dû me protéger quand j'étais enfant et qu'il ne l'a pas fait. J'apprécie qu'il prenne ses responsabilités même si c'est bien trop tard pour changer le passé. Il me demande si nous pouvons continuer nos rendez-vous café mensuels et je lui dis oui, tant qu'il respecte mes limites sur le fait de ne pas discuter de ma mère. Il est d'accord et nous finissons notre café en parlant de sujets plus sûrs comme son jardin et mes projets de travail. Vanessa envoie un email à mon adresse professionnelle 2 semaines plus tard. L'objet est « message final » et je le supprime presque sans le lire, mais la curiosité l'emporte. Elle écrit qu'elle a accepté que je ne veuille pas de relation avec elle et qu'elle n'essaiera plus de me contacter. Elle dit qu'elle espère que je serai heureuse et qu'elle avance dans sa vie. Il n'y a pas de véritables excuses pour quoi que ce soit de spécifique qu'elle ait fait. Juste des mots vagues sur l'espoir que les choses s'arrangent pour moi. Je le lis 2 fois, puis je le supprime sans répondre. Je ne lui dois pas de conclusion et son bonheur n'est pas de ma responsabilité. Le fait qu'elle ne puisse toujours pas s'excuser pour ses actions réelles me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur si elle a vraiment changé. Louis et moi passons tout un dimanche après-midi à travailler sur notre liste d'invités de mariage. Nous l'avons reporté parce que nous savions que ce serait compliqué, mais nous nous sommes finalement assis et nous avons passé en revue tout le monde. La liste finale s'élève à 42 personnes. Elle comprend toute sa famille, mon père, Fern et Dominique, Regina, et quelques autres cousins compréhensifs, nos amis proches, et j'ajoute même ma thérapeute comme invitée car elle a été une partie si importante de ma guérison. Louis regarde la liste et dit qu'elle représente quelque chose d'important. Ce sont des personnes que nous avons choisies ou qui nous ont choisis, pas des personnes que nous invitons par obligation. La liste semble juste, et je ne me sens pas coupable de qui en est absent. Je commence à écrire mes vœux de mariage la semaine suivante. Je veux qu'ils soient personnels et honnêtes, pas seulement des promesses génériques. J'inclus une ligne sur la construction d'une famille basée sur le respect et l'amour sincère, sur le fait de se choisir chaque jour et de créer quelque chose de mieux que ce dont nous venons. Je les lis à Louis pendant notre répétition de dîner, et il a les larmes aux yeux à mi-parcours. Quand j'ai fini, ses parents viennent et me serrent dans leurs bras, et sa mère dit qu'elle est honorée de faire partie de ma nouvelle histoire de famille. Le père de Louis me dit qu'ils ont toujours voulu une fille, et qu'ils sont si heureux que ce soit moi. L'acceptation de sa famille me surprend encore parfois car c'est si différent de ce avec quoi j'ai grandi. 3 semaines avant le mariage, la mère de Louis m'appelle, l'air contrarié. Elle me dit que ma mère a envoyé une lettre à leur maison leur demandant de me convaincre de l'inviter au mariage.
La lettre s'étend apparemment sur des pages sur à quel point elle est blessée et comment elle est ma mère et mérite d'être là. La mère de Louis me lit quelques lignes au téléphone, et je peux entendre la manipulation dans chaque phrase. Je lui dis que j'apprécie qu'elle me le fasse savoir, et nous décidons ensemble qu'elle répondra par écrit en disant que ce n'est pas sa place d'interférer dans nos décisions. La mère de Louis dit qu'elle enverra la réponse demain, et qu'elle soutient toutes les limites que j'ai besoin de fixer. Je suis reconnaissante que sa famille protège mes choix sans que j'aie à leur demander. Regina m'appelle quelques jours plus tard et propose d'être ce qu'elle appelle « de service mère » le jour du mariage. Elle dit qu'elle gardera un œil au cas où ma mère essaierait de se présenter sans y être invitée, et qu'elle gérera la situation si cela se produit. Louis et moi en parlons et décidons d'engager un service de sécurité pour le lieu, au cas où. La société de sécurité dit qu'ils ont affaire à des invités non désirés au mariage plus souvent qu'on ne le pense, et qu'ils s'assureront que personne n'entre qui ne soit pas sur notre liste. Savoir que je suis protégé me permet de me réjouir de mon jour de mariage au lieu de passer mon temps à m'inquiéter de ce que ma mère pourrait faire. Regina m'envoie un texto plus tard dans la nuit et me dit qu'elle me soutient quoi qu'il arrive, et je la crois. La semaine avant le mariage, je me réveille en me sentant sincèrement heureuse et excitée au lieu d'être anxieuse. Je me prépare pour le travail et je réalise que je ne me prépare pas à ce que quelque chose tourne mal ou que quelqu'un gâche la journée. Cet après-midi-là en thérapie, je le mentionne à ma thérapeute, et elle souligne que c'est ce à quoi ressemble le fait de ne pas se préparer constamment à la critique ou à la déception. Elle dit, « J'ai fait le travail difficile de retirer les personnes toxiques de ma vie, et maintenant je ressens ce que la paix signifie vraiment. Je vais épouser quelqu'un qui m'aime exactement comme je suis. Je suis entouré de personnes qui me célèbrent au lieu de me rabaisser, et je n'ai pas à jouer un rôle ou à prouver ma valeur à qui que ce soit. » Le soulagement de cette prise de conscience m'émeut de la meilleure des manières. La maison de Fern sent la vanille et les fleurs quand j'arrive pour l'enterrement de vie de jeune fille. Le salon est rempli de femmes qui sont venues pour moi, non par obligation, mais parce qu'elles veulent vraiment célébrer. Regina me serre dans ses bras à la porte et me murmure qu'elle a aidé Fern à tout organiser, et je sens déjà les larmes monter. La mère de Louis est là avec deux de ses tantes, et elle me salue depuis le canapé où elle discute avec Vivien. Ma cousine Sarah du côté de mon père a amené sa fille, et même ma thérapeute a accepté l'invitation, ce qui me fait sentir vue d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Fern a préparé des jeux et des décorations, mais ce qui me frappe le plus, c'est que personne ici ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas assez bien. La fête commence avec tout le monde partageant une histoire sur moi, et je me prépare aux habituels compliments déguisés en louanges. Mais Regina commence et parle de la fois où j'ai tenu tête à un tyran au collège qui s'en prenait à un plus jeune, et comment ce moment lui a montré que j'avais plus de courage que la plupart des adultes qu'elle connaissait. Vivien raconte à tout le monde comment je l'ai aidé à traverser le divorce de ses parents en écoutant simplement sans jugement. Et la tante de Louis mentionne comment Louis s'illumine chaque fois qu'il parle de moi. Chaque histoire révèle des qualités que je ne savais pas que les autres avaient remarquées. Des forces que ma mère n'a jamais reconnues parce qu'elle était trop occupée à me comparer à Vanessa. Au moment d'ouvrir les cadeaux, je pleure de joie et Fern me tend des mouchoirs en riant. Les cadeaux sont attentionnés et personnels, des choses choisies parce que les gens savent vraiment qui je suis. Puis la mère de Louise se lève et demande si elle peut me donner quelque chose de spécial. Elle sort un délicat bracelet en argent avec de minuscules breloques, et sa voix tremble un peu alors qu'elle explique qu'il appartenait à sa propre mère. Elle dit qu'elle attendait la bonne personne pour le donner, quelqu'un qui apprécierait non seulement le bijou, mais ce qu'il représente. Elle l'attache à mon poignet et me dit que c'est quelque chose d'emprunté. Mais en réalité, il s'agit de m'accueillir officiellement dans leur famille. Je craque complètement et je la serre dans mes bras pendant que tout le monde a les larmes aux yeux aussi. C'est ça, se sentir choisi et valorisé, recevoir de l'amour sans attendre la critique qui le suivait toujours dans ma famille d'origine. La fête se termine avec du gâteau et plus de rire. Et alors que les gens partent, chacun me serre dans ses bras et me dit à quel point ils sont heureux pour mon mariage. En rentrant, je ne cesse de regarder le bracelet et de penser à quel point cette célébration était différente de tout ce que ma mère avait jamais organisé pour moi. 2 jours avant le mariage, mon téléphone sonne pendant que je confirme les derniers détails avec le fleuriste. C'est mon père et mon estomac se serrent automatiquement même si nous nous entendons mieux. Il me demande si j'ai une minute pour parler et je sors sur le balcon. Il dit qu'il appelle pour confirmer qu'il me conduit toujours à l'hôtel, ce dont nous avons déjà discuté. Mais ensuite sa voix se fait plus basse. Il me dit qu'il sait qu'il ne peut pas rattraper toutes les années où il est resté les bras croisés pendant que ma mère me rabaissait, mais il veut faire partie de mon avenir si je le lui permets.
Il dit que me voir établir des limites et construire une vie sans la toxicité de ma mère lui a fait réaliser à quel point il a laissé les dégâts s'installer en gardant le silence. Je lui dis oui, il peut me conduire à l'hôtel. Et bien que notre relation ne sera jamais ce qu'elle aurait pu être, j'apprécie ses efforts pour faire mieux maintenant. Il me remercie et sa voix se brise un peu et après avoir raccroché, je reste assise sur le balcon un moment, pensant au pardon et aux secondes chances. Je ne suis pas prête à tout oublier, mais je suis prête à le laisser essayer. Le matin du mariage, je me réveille calme au lieu d'être anxieuse. Louis est déjà parti chez ses parents où il se prépare avec les garçons d'honneur, et Regina et Vivien arrivent à mon appartement avec du café et des bagels. Elle m'aide à prendre ma douche et à commencer ma coiffure, et tout le processus est facile et amusant. Nous rions du désastre du premier rendez-vous de Regina le mois dernier et du nouveau chiot de Vivien qui n'arrête pas de manger ses chaussures. Et il n'y a pas de tension sous-jacente ou de compétition. Quand il est temps d'enfiler ma robe, elle m'aide toutes les deux avec les minuscules boutons dans le dos. Et quand je me regarde enfin dans le miroir, je me sens belle sans avoir besoin que quelqu'un me le dise. La robe me va parfaitement et le bracelet de la mère de Louise capte la lumière. Regina prend 1 million de photos et Vivien est ému et je réalise que c'est à cela que devrait ressembler la préparation de son mariage. Personne ne me compare à qui que ce soit d'autre, ne souligne mes défauts ou ne fait de blagues à mes dépens. Nous sommes juste 3 femmes célébrant un moment heureux et cela semble tout à fait juste. Le lieu de la cérémonie est exactement ce que Louis et moi voulions. Un petit jardin avec des fleurs partout et des chaises installées pour nos 42 invités. J'attends dans la pièce du fond avec mon père pendant que la musique commence et il ajuste nerveusement sa cravate. Quand il est temps de descendre l'allée, il m'offre son bras et nous sortons à la lumière du soleil. Louis se tient à l'avant avec l'officiant et à la seconde où il me voit, des larmes commencent à couler sur son visage. Mon père marche lentement comme s'il essayait de faire durer le moment. Et à mi-chemin de l'allée, il se penche et me murmure qu'il est fier de moi. Pour une fois, je crois le compliment d'un membre de ma famille sans l'analyser pour y trouver une critique cachée ou attendre que l'autre chaussure tombe. Quand nous arrivons à l'avant, mon père me serre dans ses bras avant de me confier à Louis, et je peux voir qu'il pleure aussi. La cérémonie elle-même est simple et parfaite. L'officiant parle d'amour et d'engagement, puis Louis commence ses vœux. Sa voix tremble alors qu'il promet de toujours voir ma valeur, même quand j'ai du mal à la voir moi-même, d'être ma famille quand ma famille d'origine m'a laissé tomber et de passer chaque jour à prouver que je mérite d'être aimé exactement comme je suis. Au moment où il termine, la moitié des invités pleurent et j'ai du mal à me retenir. J'arrive à prononcer mes propres vœux sur la construction de quelque chose de mieux ensemble. Et quand l'officiant nous déclare mariés, Louis m'embrasse et tout le monde applaudit. La réception se déroule dans le même jardin sous des guirlandes lumineuses qui font tout briller. Nous mangeons, parlons et dansons, et Dominique se lève pour porter un toast. Il parle de la façon dont les familles les plus fortes sont celles que nous choisissons, pas seulement celles dans lesquelles nous naissons, et comment me voir établir des limites et construire une vie selon mes propres termes a inspiré d'autres membres de la famille à examiner leurs propres relations. Il dit que cette salle pleine de gens qui m'aiment vraiment ressemble plus à une famille que n'importe quelle réunion de vacances ne l'a jamais fait, et plusieurs personnes hochent la tête en signe d'accord. Quand Louis et moi dansons sur notre première chanson, je réalise que je ne pense pas à qui manque dans la pièce. Je ne cherche pas ma mère ou Vanessa, ni ne me demande si elles vont se présenter pour gâcher les choses. Je suis pleinement présente avec les gens qui sont venus, ceux qui ont prouvé leur amour par des actions au lieu de simples mots. L'absence de ma mère ne diminue en rien la joie. Au contraire, elle la protège et me permet de profiter de la journée sans me préparer à la critique. À la fin de la soirée, les parents de Louis nous trouvent près de la table du gâteau et nous serrent tous les deux dans leurs bras. Sa mère dit qu'elle n'a pas seulement gagné une belle fille aujourd'hui. Elle a gagné une fille, et la distinction compte plus que je ne peux l'expliquer. Son père dit qu'ils sont fiers de m'appeler leur famille, et je les remercie de m'avoir accepté si complètement. Je construis une nouvelle histoire de famille où je suis valorisé et célébré, où ma valeur ne dépend pas de la comparaison ou de la compétition, et le récit de ma mère sur le fait que je suis la fille de secours n'a aucun pouvoir ici. Louis et moi disons au revoir aux derniers invités et nous dirigeons vers l'hôtel où nous séjournons avant notre vol de demain, et je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Lors de notre lune de miel à Hawaï, Louis et moi passons les premiers jours à nous détendre sur la plage et à ne pas penser aux drames familiaux. Mais un soir, alors que nous regardons le coucher de soleil, nous commençons à parler de l'avenir et du genre de parents que nous voulons être un jour. Louis dit qu'il veut que nos enfants se sentent aimés et soutenus de manière égale. Et j'accepte immédiatement. Nous parlons de la façon dont nous ne comparerons jamais les frères et sœurs ni ne ferons de favoritisme,
comment nous célébrerons les forces uniques de chaque enfant au lieu de les classer les uns par rapport aux autres? Je lui dis que nos enfants ne se demanderont jamais lequel est le plus aimé et que nous briserons le cycle du favoritisme et de la comparaison que ma mère a créé. Transformer ma douleur en une promesse de faire mieux ressemble à la victoire ultime sur l'héritage de ma mère. Comme si je prenais toute cette blessure et la transformais en quelque chose de protecteur et de guérisseur pour la prochaine génération. Quelque part pendant la lune de miel, je réalise que j'ai arrêté de me définir par rapport à Vanessa ou à ma mère. Quand je pense à qui je suis, je ne me compare pas automatiquement à ma sœur ni ne mesure ma valeur aux normes de ma mère. Je ne suis plus la fille de secours. Je suis juste moi, et c'est suffisant. La voix dans ma tête qui ressemblait autrefois à la critique de ma mère est devenue plus silencieuse, remplacée par ma propre voix me disant que je suis digne exactement comme je suis. Je regarde Louise dormir à côté de moi un matin et je pense à la vie que nous construisons ensemble, et je suis reconnaissante pour chaque décision difficile qui m'a menée ici. Établir des limites a fait mal et m'a coûté des relations, mais cela m'a aussi libéré pour devenir quelqu'un que j'aime vraiment. 3 mois passent après le mariage et je suis assise dans un café quand mon téléphone sonne avec le numéro de mon père. Je réponds et j'entends sa voix, plus basse que d'habitude, me disant qu'il a besoin de parler. Il dit qu'il a déménagé temporairement dans un hôtel et qu'il s'est séparé de ma mère. Les mots restent en suspens entre nous un moment avant qu'il n'explique que me voir construire une vie sans sa toxicité lui a fait réaliser à quel point son comportement affectait son propre bonheur. Il a l'air fatigué, mais aussi soulagé, comme s'il avait porté quelque chose de lourd pendant des années et l'avait enfin posé. Je lui dis que je ne vais pas le presser sur ce qu'il décide de faire à long terme, mais que je suis contente qu'il prenne soin de lui. Nous parlons pendant encore 20 minutes de choses sans importance. Juste une conversation normale sans le poids de la présence de ma mère influençant chaque mot. Quand nous raccrochons, je reste assise avec mon café et je réalise que c'est ce qui se passe quand on arrête d'accepter la cruauté comme normale. D'autres personnes commencent à le remarquer aussi. La semaine suivante, j'ai mon rendez-vous de thérapie habituel, et ma thérapeute examine les progrès que j'ai faits au cours des derniers mois. Elle suggère que nous passions à des séances mensuelles au lieu de hebdomadaires parce que j'ai construit une base si solide d'estime de soi. Elle me rappelle que la guérison n'est pas une ligne droite, et que j'aurai probablement encore des jours difficiles, mais le travail que j'ai fait signifie que la voix de ma mère dans ma tête ne me contrôle plus. Je peux entendre la critique sans croire que je la mérite. Je peux établir des limites sans me noyer dans la culpabilité. Je peux accepter l'amour sans attendre les conditions qui l'accompagnent. Je quitte son bureau et je marche jusqu'à ma voiture, fier du chemin parcouru depuis la femme qui s'excusait d'exister. Novembre arrive et Louis et moi décidons d'organiser notre premier dîner de fête dans notre appartement. Nous invitons ses parents, mon père, tante Ferne, oncle Dominique, Regina, Vivien et Grant. Je passe la matinée à cuisiner pendant que Louis met la table, et quand tout le monde arrive, l'appartement se remplit de voix et de rires qui semblent authentiques. Personne ne fait de comparaison entre moi et qui que ce soit d'autre. Personne ne fait de compliments avec des insultes cachées. Ferne apporte une tarte et me serre dans ses bras dans la cuisine, me disant à quel point elle est heureuse de me voir m'épanouir. Mon père est assis sur le canapé à parler de golf avec le père de Louis, et la conversation est facile et confortable. Grant raconte une histoire sur Louis à l'université qui fait rire tout le monde et Vivien m'aide à apporter les plats à table. Nous mangeons et parlons, et quelqu'un suggère un jeu après le dîner, et toute la soirée est chaleureuse et sûre. C'est ça, la famille. Des gens qui viennent parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils le doivent. Des gens qui vous célèbrent au lieu de vous tolérer. Je regarde autour de la table les visages qui ont choisi d'être ici et je réalise que j'ai enfin ce que j'ai toujours voulu. 1 an s'est écoulé depuis le dîner de fiançailles qui a tout changé. Je me réveille à côté de Louise dans l'appartement que nous partageons et je pense à quel point ma vie est différente maintenant. J'ai un mari qui m'aime sans condition ni comparaison. J'ai des beaux-parents qui me traitent comme leur propre fille au lieu de quelqu'un avec qui ils sont coincés. J'ai une famille choisie de parents et d'amis qui célèbrent mes victoires et me soutiennent dans les moments difficiles. Mais surtout, j'ai ma propre approbation. Je n'ai plus besoin que ma mère valide ma valeur car je la connais moi-même. Son opinion définissait autrefois tout sur la façon dont je me voyais, mais maintenant, c'est juste du bruit que je n'ai pas à écouter. La liberté qui découle de cette prise de conscience vaut chaque conversation inconfortable, chaque limite que j'ai dû fixer, chaque relation que j'ai dû laisser partir pour protéger ma paix. Je ne suis plus la fille de secours. Je suis juste moi, et c'est tout.